What did you do during the war? Are you paying attention? If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed. It's beautiful. It's the greatest encryption device in history. The Germans use it for all major communications. Everyone thinks Enigma is unbreakable. Let me try, and we'll know for sure. I'm designing a machine that will allow us to break every message, every day, instantly. Have you decrypted a single German message? You will never understand the importance of what I am creating here. Our patience has expired. No! I'm just a mathematician. Sometimes it is the people who no one imagines anything of, who do the things that no one can imagine. La première chose à appréhender dans ce cours, c'est un peu d'histoire de la technique et principalement un peu d'histoire de l'informatique. En effet, le XXe siècle va voir émerger cet outil incroyable qu'on appelle l'ordinateur. Qu'est-ce qu'un ordinateur? D'abord, dans l'entre-deux-guerres, entre 1930 et 1940, l'ordinateur est d'abord une théorie mathématique sur la possibilité de calculer la fonction du langage. Peut-on mathématiser les échanges et la production de sens d'unités symboliques? On va avoir d'abord une première théorie qui va nous permettre de comprendre que tout symbole peut être réduit à un symbole binaire qui sera en plus calculable et on pourra donc transmettre des signes à travers des équations et à travers leur matérialisation signalétique. C'est l'émergence même du numérique. Le numérique, c'est la façon de transformer les symboles, les signes, le langage en équations mathématiques à partir d'un alphabet fait de 0 et de 1. C'est d'abord une idée farfelue, une idée de mathématicien, une idée de théoricien en mathématiques. Et cette idée farfelue va tout de suite rentrer en application pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, une des grandes guerres de la Seconde Guerre mondiale, une des grands aspects de la guerre de la Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre de l'information. Avoir les informations avant les autres, avoir les informations en premier. Il faut dire que l'Allemagne nazie, avec ses ingénieurs, est très en avance sur la question. Elle a développé des outils de cryptologie, c'est-à-dire de brouillage des messages extrêmement puissants, extrêmement efficaces. Et l'une des plus célèbres et les plus puissantes est la machine Enigma, qui permet une cryptologie extrêmement rapide, extrêmement malléable, extrêmement flexible, qui empêche tout décodage humain des messages de la commandature, de la hiérarchie militaire allemande. Et ça pose d'énormes problèmes pour les Alliés qui n'arrivent pas à décoder ces messages. Alors on va demander à un brillant informaticien, un certain Alan Turing, de réfléchir à la question pour améliorer, pour aider les cryptologues, les aider à trouver des méthodes pour décrypter rapidement cette machine. Mais Alan Turing a une autre idée. Il sait qu'il est capable de mettre en place une machine qui serait en capacité de décoder très rapidement, beaucoup plus rapidement que des humains, les messages cryptés, ou du moins le code qui permet de comprendre quelles sont l'ensemble des transformations qui permettent de passer d'un symbole A à un symbole B. Cette machine, qui serait une sorte de traducteur ultra rapide, eh bien Alan Turing va réussir à convaincre l'armée anglaise et l'armée américaine de le laisser développer sa machine, et ça va être la naissance du premier calculateur mécanique, la machine de Turing. Cette machine que l'on appelle la bombe, qui sera aussi la machine Colossus, inventée par Max Newman, si mes souvenirs sont bons, sont les deux premiers embryons de calculateurs. Et ces deux embryons de calculateurs vont amener la théorie mathématique à se transformer en une théorie informatique, c'est-à-dire en une façon d'inventer une architecture matérielle, une architecture mécanique qui puisse permettre de calculer, de faire des calculs. Très rapidement, pendant la Seconde Guerre mondiale, ces machines vont être extrêmement efficaces et vont permettre de sauver des millions de vies humaines d'une façon très romantique dans un film très hollywoodien qui s'appelle Imitation Game. On a un peu l'histoire de ce film, de cette course folle et de cette invention du premier ordinateur. Je vous invite à le voir. C'est un film très hollywoodien, très agréable à regarder, mais qui
fait la lumière sur un des moments clés, celui de la première naissance de l'ordinateur, qu'on appelle à l'époque un simple calculateur. Après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, l'armée va comprendre l'intérêt stratégique, en pleine guerre froide, d'avoir des machines capables de décoder et de calculer, notamment pour imaginer les tirs balistiques, pour imaginer les trajectoires de missiles, pour imaginer tout un ensemble de calculs extrêmement complexes, d'un armement de plus en plus complexe. Et donc l'armée va énormément investir sur cette idée de supercalculateur. Nous sommes en même temps à la course à l'espace, il faut envoyer des satellites dans le ciel, il faut envoyer des fusées, et évidemment, tout ça est impossible avec des calculs humains. Le supercalculateur, comme arme de guerre, va être immédiatement investi par l'armée américaine. À partir de 1946, on voit le premier ENIAC, E-N-I-A-C, le premier véritable ordinateur qui, à l'époque, occupe des hangars entiers et qui permet de faire à peu près 100 000 calculs à la seconde, ce qui est gigantesque à l'époque. Il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, un ordinateur se calcule en plusieurs milliards de calculs à la seconde, donc on voit que nous avons fait d'énormes progrès en la matière. Un processeur aujourd'hui calcule plusieurs milliards de calculs à la seconde, donc il y a eu énormément d'évolution. Mais à l'époque, en 1946, c'est une révolution, c'est une arme stratégique, et il apparaît évident qu'avoir un supercalculateur pour pouvoir calculer des trajectoires, pour pouvoir calculer, est une arme stratégique et qu'il faut investir dedans. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement l'armée, mais les très très grandes entreprises américaines, puis les très grandes entreprises européennes qui vont s'intéresser à ce supercalculateur. Vous imaginez bien qu'une entreprise, une très grande entreprise, c'est avant tout des problématiques de gestion, c'est-à-dire des problématiques de calcul, et l'informatique de gestion va embrayer très vite, notamment pour les très grandes entreprises, dans l'idée d'acquérir ces supercalculateurs. Alors nous avons une première période qui va à peu près de 1945 à 1970, qui est la période de la course au calcul, c'est-à-dire d'énormes machines qui occupent énormément de salles et qui permettent de faire de plus en plus de calculs. Cette informatique est réservée évidemment à l'armée, aux États et aux très très grandes entreprises mondiales. Cette course de calcul va voir deux acteurs importants, hein. L'acteur d'abord IBM et puis Bull, qui est acteur européen et un acteur américain, qui vont principalement investir sur la capacité de calcul, quitte à faire de monstres de plus en plus géants. Et jusqu'en 1970, va se diffuser des ordinateurs de plus en plus puissants et qui vont de plus en plus prendre de place dans les grandes gestions centrales. Il y a un deuxième moment important, c'est à partir des années 70, les entreprises qui ont intégré ces supercalculateurs comme des calculateurs centraux, comme des serveurs centraux, vont demander à ce que leurs filiales puissent accéder à ces calculs. Et il va falloir pouvoir connecter ces supercalculateurs à des calculateurs beaucoup moins chers, à des outils beaucoup moins chers diffusés sur l'ensemble des filiales ou l'ensemble des services d'un bâtiment. Et c'est là que va avoir c'est là qu'on va voir émerger une demande très importante, celle de petits calculateurs qui certes ne sont pas aussi puissants que les supercalculateurs, mais qu'ils puissent communiquer avec les ordinateurs centraux. Ces petits calculateurs, ces micro-ordinateurs, auront soit une fonction de terminal, c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont rien embarqué, ils sont juste des interfaces pour communiquer avec le serveur central, pour lui poser des questions et avoir des réponses. On sera dans un schéma où un client, un terminal, communique à un serveur, lui demande un ensemble de calculs extrêmement importants que seul le serveur peut faire et renvoie au client terminal les réponses, ou progressivement des fonctions vont être embarquées dans le client pour qu'il prémâche le travail. Les micro-calculs, les petits calculs, les calculs élémentaires, l'arrangement des données vont se faire de plus en plus sur le micro-ordinateur. Et donc on va voir à la fois une augmentation de la puissance des grands calculateurs, des grands serveurs, et en même temps une augmentation progressive des micro-ordinateurs. Nous sommes dans les années 70 et on voit se diffuser jusqu'au milieu des années 80, on voit se diffuser ce fameux micro-ordinateur en connexion avec le serveur. Très rapidement, on va se rendre compte que ces petits calculs embarqués par ce micro-ordinateur font encore beaucoup de choses, parce que ces 20% de capacité de calcul font les 80% des demandes d'une entreprise. Et on va se rendre compte que ces micro-ordinateurs, en fait, ils ont une utilité en soi. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'être communiqués à un serveur.
Et c'est l'ère de la micro-informatique. À partir des années 70, beaucoup d'inventeurs vont commencer à avoir cette idée qu'un ordinateur, un micro-ordinateur, n'est pas seulement un client pour un gros serveur, mais peut être en soi un outil de travail pour les petites et moyennes entreprises. Et puis si on pousse progressivement cette tendance à la micro-information, eh ben on va se dire que même les habitants, même les citoyens, même les gens lambda pourraient avoir besoin de ce micro-ordinateur. Non pas pour travailler, mais pour avoir un usage ludique, de jeu principalement, ou de communication principalement. Et donc on rentre dans l'ère de la micro-informatique, dans laquelle toute une série d'entreprises vont se lancer à travers le monde, et à travers les années 70, mais surtout les années 80. C'est les années 80 qui vont être les années de la micro-informatique, du rêve d'un ordinateur dans toutes les entreprises, dans tous les services, voire sur tous les bureaux, et puis progressivement d'un ordinateur principalement en tant que console de jeu dans tous les foyers. Cette ère de la micro-informatique, eh ben on va y retrouver évidemment IBM qui va jouer un rôle important. On va y voir un nouveau venu qui va s'appeler Apple, qui lui rêve directement du petit ordinateur dans la petite entreprise ou au foyer. Mais on va voir aussi une multitude de marques se lancer dans la course à la micro-informatique. Ce qui est spécifique aux années 80, c'est que ces marques vont toutes être propriétaires, c'est-à-dire qu'elles produiront leur matériel et leur logiciel et leur système d'exploitation d'une façon fermée. On ne pourra pas passer d'un ordinateur à un autre. Il sera très difficile de rendre compatible un logiciel ou un système d'information dans un autre ordinateur. Et ce monde fermé, cette petite logique de la fermeture va en fait exploser. En imaginant un système informatique ouvert, on va véritablement voir l'explosion du numérique. On peut dire que la naissance même du numérique, c'est la logique de systèmes d'information, de technologies numériques ouvertes. À partir du moment où les codes sources, à partir du moment où les systèmes d'exploitation ne seront plus propriétaires, on va véritablement voir un engagement massif de l'ensemble des entrepreneurs de la planète dans la révolution numérique. Ça s'est passé en fait par le plus grand des hasards. Quand IBM cherchait un système d'exploitation, il a rencontré un tout jeune ingénieur qui s'appelait Bill Gates. Jeune ingénieur qui lui-même avait observé les innovations de Apple et d'un petit jeune ingénieur qu'on appelait Steve Jobs. Enfin, Steve Jobs n'était pas ingénieur, il était marketeur. Steve Jobs et Steve Wozniak qui venaient d'inventer une sorte d'interface graphique avec des fenêtres, avec une souris. Et cette interface graphique avait tout de suite plu à Microsoft. Or, IBM avait demandé à ce petit jeune ingénieur de lui fabriquer son système d'exploitation pour les futurs micro-ordinateurs pour les petites entreprises. Et Bill Gates a une idée très intéressante. Il demande à IBM, qui n'y voit que du feu, l'autorisation, non seulement de développer un système d'exploitation pour leurs ordinateurs, mais l'autorisation de pouvoir vendre ce système d'exploitation en soi. IBM ne comprend pas du tout les enjeux du marché et lui dit bien sûr, mais il ne voit pas comment ce système d'exploitation pourrait aller ailleurs que sur les machines IBM. Deuxième petite erreur d'IBM, c'est que dans l'ensemble des brevets techniques qui ont permis à IBM d'inventer son premier micro-ordinateur grand public, l'IBM 5100, l'ensemble de ces brevets n'ont pas été verrouillés, n'ont pas été protégés. Et il s'avère que la concurrence mondiale a profité de cette faille juridique pour copier les ordinateurs IBM. IBM est l'inventeur du PC, dont le seul concurrent pendant très longtemps va être l'Apple, technologiquement, au niveau de son infrastructure, et en ne protégeant pas cette infrastructure, eh bien, il va permettre de faire du PC un standard universel. Un standard qui va se diffuser au niveau de la planète. C'est une erreur juridique d'abord, puis une erreur stratégique, une erreur commerciale envers Bill Gates, qui va permettre l'explosion de la production mondiale, et notamment asiatique, notamment arrivant des pays d'Asie du Sud-Est qui sont en pleine explosion économique, l'explosion de la production des PC, d'une part, matériel, et de ce système d'exploitation qui est ouvert et qui peut se diffuser là où il le veut, c'est-à-dire le fameux Microsoft. La fusion des deux va faire véritablement exploser dans les années 90 le micro-ordinateur et le rendre vraiment accessible à tout le monde. En 1995, sort Microsoft 1995, qui pour les gens de mon âge, pour les anciens quelque part, Microsoft 95, c'est vraiment le système d'exploitation grand public
qui permet à n'importe qui avec une souris de manipuler un ordinateur. C'est une véritable révolution, elle est copiée évidemment comme toujours sur la révolution d'Apple, mais c'est véritablement 1995 la date de l'explosion de l'informatique grand public. Et en même temps, 1995, nous allons voir tout de suite, c'est aussi la naissance de l'Internet grand public. Donc la rencontre entre un moment technologique où l'ordinateur est désormais ouvert, produit par tout le monde et peut se diffuser dans des méthodes et dans des interfaces extrêmement conviviales et grand public, et Internet et le monde du jeu, c'est 1995 et c'est à ce moment-là que nous allons vraiment basculer dans une ère numérique pour tous. De 95 à 2017, de 95 à 2010, on peut dire que c'est vraiment la période du numérique. C'est la période où vraiment tous les ordinateurs se diffusent, tout le monde se dote d'appareils numériques qui sont des processeurs qui sont capables de calculer et qui puissent nous rendre des services numériques. À partir de 2010 et en 2007 particulièrement, Apple, encore lui, va apporter une nouvelle révolution, celle du smartphone. Si l'idée du smartphone n'est pas propre à Apple, si l'idée qu'un téléphone puisse être autre chose qu'un téléphone, puisse être un agenda, puisse être un support informatique qui puisse nous aider à gérer notre vie quotidienne n'est pas une idée d'Apple, la révolution de l'iPhone est véritablement une révolution de design, donc une révolution de démocratisation complète du smartphone. L'idée que le téléphone va devenir un ordinateur portable sur soi avec toute une série d'applications dans un design ultra simplifié qui est propre à la mobilité, ça c'est la dernière révolution numérique qui aujourd'hui nous occupe jusqu'en 2020. Bien sûr, je pourrais parler de la micro, voire nano-informatique, c'est-à-dire l'idée que nous sommes en train d'attaquer la révolution des objets intelligents, c'est-à-dire des ordinateurs qui sont implémentés dans chacun de nos objets, un frigo intelligent, les radiateurs intelligents, la maison intelligente. L'idée que le micro va continuer à transformer les outils informatiques en unités de plus en plus petites, de plus en plus portables et de plus en plus intégrées. Pourquoi pas une fourchette, on a vu ça, une fourchette numérique. Pourquoi pas un stylo numérique, des microscanners. Donc on voit que les processeurs, que les appareils informatiques sont en train de devenir extrêmement micro, extrêmement nano et commencent à s'intégrer et apportent de l'intelligence à l'ensemble de nos outils quotidiens. Ça, c'est la prochaine révolution, l'Internet des objets, celle qui est en train de s'installer aujourd'hui et qui va nous mener jusqu'en 2030, 2035. Et puis ensuite, pourquoi pas, la micro-informatique intégrée au corps humain, voire au niveau véritablement microscopique. Bon, là on commence à rentrer dans le futur, mais ce sont des questions et des innovations qui sont sur la table aujourd'hui de la plupart des grandes entreprises du numérique. Donc, vous voyez, on a eu deux tendances pendant ce XXe siècle. Une tendance à l'augmentation de la puissance du calcul des processeurs, c'est ce qu'on appelle la loi de Moore, loi qui montre que tous les 10 ans, on a un doublement de la capacité des processeurs informatiques, et une tendance à la micro-informatique, c'est-à-dire à diminuer les ordinateurs en des tailles de plus en plus petites, avec des coûts de plus en plus bas, qui les permet de les intégrer dans de plus en plus d'objets. Et ce n'est plus, on est passé du grand ordinateur géant dans plusieurs salles à un micro-ordinateur qui est transportable dans un stylo, dans une fourchette, voire dans un téléphone portable. Et donc ces deux tendances-là ont permis une démocratisation et une massification de l'ordinateur qui aujourd'hui occupe l'ensemble de notre environnement, l'ensemble de notre espace. Il n'y a pas un lieu où vous vous déplacez dans lequel vous n'êtes pas en contact avec un micro-ordinateur. Ça, c'est un moment très important. Et le deuxième moment important, on va le voir tout de suite, c'est le moment de l'interconnexion, de la communication entre ces unités. Il y a d'abord eu ces unités qui sont devenues de plus en plus puissantes, de plus en plus micro, mais il y a une deuxième révolution qu'il faut prendre à part, c'est la révolution systémique. C'est le jour où vous prenez ces unités de computation et vous les faites se communiquer entre eux et vous les faites s'organiser en réseau, en communauté, en système. Et là, comment le systémique nous l'a appris, mettre en système des éléments, c'est passer à un autre niveau, c'est changer de nature dans la révolution numérique. A is for Axiom.
your home sweet home. B is for by and large, your very best friend. Time for lunch. In a cup. Feel beautiful. It's the new year. Stunning. Great. I know, honey. Men. Attention, Axiom shoppers. Try blue. It's the new red. Ooh. Oh, don't get me started on the date. Every holiday I have been on has been a virtual disaster. One who wasn't so special, you know? There are good men out there. Well, I know because I've screwed a bit up. What the? Huh?